Au Cameroun, vous arrivez en France? Alors, j'arrive en France pour la première fois. Ça, je m'en souviendrai toujours. Il faisait froid. En novembre. J'étais sûre que c'était la température. Ah bah oui. Je vous avais promis qu'on parlerait de climat, voyez-vous. Bon, voilà. Donc, j'arrive à l'aéroport à Charles de Gaulle. Je suis en veste. Tout le monde me regarde. Je prends mes bagages, je veux sortir. C'est tout blanc. Tout blanc. C'est pas tout vert. Et là, il y a un problème. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady Vous Écoute. Aujourd'hui, nous partons en voyage dans des univers différents, certes, et pourtant, il y a un dénominateur commun. Et dans Lady Vous Écoute, nous sommes ravis de vous emmener en voyage, visiter, que dis-je, revisiter ces univers. Avec nos 4 invités, nous allons les recevoir ensemble. Monsieur Émile Abesolo Edio, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de quitter votre terrain de golf pour venir nous voir. Vous êtes le président de African Golf Tour. Merci vraiment pour votre présence. Nous allons parler de golf, nous allons parler de la nature, puisque le golf, pour l'instant, c'est dehors. Et à vos côtés, Sakia Lek. Bonjour, Sakia. Bonsoir, Lydie. Merci à vous d'être là. Vous êtes la présidente de Mode 242. Vous avez à votre actif beaucoup d'autres cordes, comme toutes les personnes talentueuses. Et vous êtes de passage à Paris. Merci d'avoir accepté de venir nous voir. Le Congo, c'est loin et vous repartez bientôt, mais nous sommes contents que vous soyez là. Et nous avons avec nous Thérèse Ngongambi. Bonjour, Thérèse. Bonjour. Merci d'être là. Thérèse, vous êtes entrepreneur pluridisciplinaire comme tous les entrepreneurs. Vous avez à votre actif Rezaka. Rezaka, c'est le nom par lequel beaucoup certainement vous connaissent puisque vous travaillez pour magnifier le cheveu précisément. Je ne dis même pas lequel. Suivez mon regard. Mais aussi et surtout, vous avez quelque chose de particulier. C'est pourquoi je suis ravie de pouvoir parler du bambou de Chine en Afrique. Et roulement de tambour pour vous, Christian Kader Keïta, bonjour. Bonjour, Lydie. Merci d'être là, Christian. Vous êtes entrepreneur, vous aussi. On aura l'occasion, au cours de cette émission, de livrer vos autres casquettes à nos amis téléspectateurs. Et puis, vous êtes écrivain. Vous avez à votre actif cet ouvrage que j'ai entre les mains. Je vais déjà pouvoir le montrer à la caméra. Yoro le pêcheur. Je vous laisse le soin de nous parler de l'éditeur. L'éditeur, c'est Mawawa, donc c'est Paris. Oui. C'est un éditeur congolais. Voilà qui est dit. Yoro le pêcheur, en sous-titre important, dans la tragédie du chemin de fer Congo-Océan. Alors, quel lien y a-t-il entre tous ces univers? Nous l'allons découvrir ensemble. J'aimerais bien, si vous êtes d'accord, que nous puissions parler de l'environnement. Oui, parce que ça n'est pas le sujet ni la chasse gardée, si j'arrive à le dire, des environnementalistes. Nous pouvons parler de l'environnement. Le train, il faut bien qu'il circule, ça n'est pas dans la maison, c'est dans l'environnement. Et puis, la mode, vous avez une approche particulière. Vous voulez réconcilier tous ceux qui aiment la mode avec quand même la compréhension des impacts sur l'environnement. Absolument. Je vous laisse nous en parler. Absolument. Comme vous me l'avez dit tout à l'heure, je suis présidente de l'association Mode 242, donc au Congo-Brazzaville. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de monter cette association, c'est parce qu'en arrivant ayant étudié à l'étranger dans le domaine de la mode, je suis arrivée à Brazzaville et je me suis rendu compte que beaucoup de gens évoluaient dans la mode, mais il n'y avait pas une véritable industrie de la mode. Et de nos jours, pour avoir une véritable industrie, il faut regarder tous les autres paramètres. Et il faut prendre en considération l'endroit dans lequel on se trouve. Le Congo-Brazzaville se trouve dans le bassin du Congo. Et nous sommes le 2e poumon du monde. Donc on a une responsabilité par rapport à ça. Et on ne peut pas aujourd'hui, pour aucune des industries qui existent en Afrique ou au Congo en particulier, on ne peut pas aujourd'hui avoir une industrie, sachant qu'en plus l'industrie du vêtement est la 2e, la plus polluante du monde. Et avec tous les problèmes qui s'y trouvent, c'était impossible pour moi de vouloir une véritable industrie sans prendre en compte les problèmes que ça peut apporter et les solutionner pour vraiment avoir une industrie efficace. Une industrie sur laquelle le Congo peut se poser et créer une économie, des emplois, des beautés de création
librement. Donc, il fallait absolument solutionner ça. Et dans le même temps, se soucier de l'environnement. Absolument, c'est la première des choses à faire. Il faut établir les bases, il faut établir la base sur laquelle on veut se mettre. Et pour moi, c'est important. Pourquoi l'environnement? Mais parce que c'est dans cet environnement-là qu'on puise nos fibres. Et c'est de ces fibres-là qu'on tire nos tissus. Et c'est ces tissus-là qu'on met sur les corps d'autrui. Et nos corps. On ne veut pas rendre les gens malades. On veut ramener du bien-être. On veut faire en sorte que les gens non seulement se sentent beaux, élégants, mais aussi se sentent en bonne santé. Il y a trop de problèmes. On a trop eu de problèmes dans l'industrie de la mode, en termes de production. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, ignorer la responsabilité individuelle. Qui nous incombe. Donc, c'était très important pour moi de commencer par là. Alors, nous allons vous laisser le soin de comprendre, amis téléspectateurs, qu'il s'agit de responsabilité individuelle quant aux questions environnementales. Parce que tout le monde achète beaucoup de vêtements, mais quand on n'en veut plus, qu'est-ce qui se passe de ces vêtements? On les envoie à quelqu'un qui est à côté ou qui est bien loin, selon qu'on est d'un continent à un autre, ou dans son village, selon qu'on est dans le même pays. Et au bout d'un moment, on voit que dans les rigoles ou dans les courants d'eau, on voit des tissus qui s'amoncellent. Et quand il nous est parlé d'écologie, ma foi, vous êtes certainement aux premières loges des canalisations qui ne fonctionnent pas parce qu'elles sont bouchées par des vêtements quand même. On reviendra là-dessus. Je voudrais donc, puisque nous parlons d'environnement, vous l'avez compris, vous tendre la perche. Thérèse, vous avez un produit que vous fabriquez à base de bambou de Chine. Et pourtant, vous faites cela au Cameroun. Alors, pourquoi ce bambou et que fabriquez-vous à base de ce bambou? Alors, le bambou, déjà, parce que c'est un produit qui est méprisé, c'est un produit qui est mal connu, mal utilisé. Bon, bien sûr, aujourd'hui, de plus en plus, je suis heureuse de voir que le bambou intervient dans le domaine du bâtiment. On fait des échafaudages aujourd'hui avec du bambou, on fait des fondations avec du bambou parce qu'il est démontré que le bambou est beaucoup plus solide en termes de béton que le béton armé lui-même avec du fer. C'est plus résistant et plus pérennisable que le fer. Le fer, il peut rouiller, etc. Le bambou, une fois qu'il est consolidé dans du ciment, ou même lorsqu'il est attaché, lorsque vous attachez un bloc de bambou, il est carrément indestructible. Il faut vraiment qu'il y ait du feu ou quelque chose comme ça. Et donc, avant d'arriver à ce que je fais, c'était un petit clin d'œil à nos architectes et à nos constructeurs. Et peut-être à nos consommateurs qui peut-être ne voudraient pas une maison en bambou. Nous parlons de l'environnement, oui. Que nous puissions nous servir de cet environnement pour être à l'aise dans les maisons où il fera mieux vivre parce que ça sera ventilé, aéré et avec un thermorégulateur tout à fait naturel. Et le bambou offre tout cela. Et donc, quand on est dans ce bel environnement, j'allais dire à la sauce bambou, mais non, je vais être sérieuse 2 secondes. Que peut-on boire? Parce qu'on pourrait avoir soif. Et voilà, et le bambou s'invite en boisson. Que vous faites donc? Que je fabrique donc au Cameroun. On a vu quelques photos à l'écran. C'est donc un spiritueux, on peut l'appeler comme cela? Voilà, c'est un blanc de bambou qui va vers le moelleux. Il est exquis. J'invite tout le monde à le... Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cela? Comment fait-on pour partir de son activité dans le capillaire et tout ce qui s'ensuit en se disant « Tiens, je ferais bien un spiritueux de bambou ». Alors, je suis tombée sur ces formules par hasard. C'est en manipulant le bambou comme produit cosmétique, comme produit capillaire, surtout pour la réparation capillaire. Oui. Parce que le bambou, entre parenthèses, comme j'ai tellement de cordes, voilà. Je vais juste faire une petite parenthèse pour dire que le bambou est un excellent produit pour la réparation capillaire, pour les alopécies, pour les démangeaisons, pour les pellicules. Et donc, comme il répare pleinement. Vous avez dit, on ne va pas rester sur la surface, on va le voir. Voilà, il est plein d'antioxydants, il a plein de vitamines. Et d'ailleurs, en Chine, on le consomme, il intervient comme produit dérivé comme un super aliment. Et c'est comme ça que vous avez pensé qu'on pouvait en faire une boisson? Je travaillais le produit et puis je l'ai laissé dans un coin. Et il a fermenté. Et il a fermenté. Et par curiosité,
j'ai senti l'odeur, j'y ai goûté. Oh miracle, je me suis dit, on peut en faire quelque chose. Il y a quelque chose. N'en dites pas plus, Voilà. on revient là-dessus tout à l'heure. Bien, alors, Christian Kader Keïta, bien sûr, vous avez la latitude de réagir à ce que vous avez entendu, parce que vous allez nous emmener dans la forêt, hein? Dans la tragédie du chemin de fer Congo-Océan. J'ai montré le livre à l'antenne, je le refais. On voit bien que ce train, il voyage au milieu de quoi? De la nature. Vous parliez de poumons verts tout à l'heure. Est-ce que la question de l'environnement se croise ou pas du tout avec déjà cette question du train? Et puis, bien évidemment, nous vous écoutons nous conter pourquoi vous êtes engagé dans ce projet. Alors, merci Lydie. La première chose déjà, le projet. Pourquoi je me suis engagé là-dedans? C'est que Yoro, le pêcheur, c'est mon grand-père. Donc c'est mon grand-père, il venait de Saint-Louis, donc du Sénégal, ramené par M. Antonetti qui était lui le directeur du projet. Il connaissait mon grand-père depuis le Sénégal, donc il l'a ramené à Brazzaville pour être le chef de chantier pour ce gros chantier qui n'avançait pas, qui était la construction du chemin de fer Congo-Océan. Le but de cette construction, c'était comment ramener la matière première qu'on prenait de Centrafrique, du Cameroun, du Gabon. Les billes de bois. Les billes de bois, de l'uranium, pas de l'uranium. Les bambous. Du cuivre. Les bambous, on n'en parlait pas encore, mais oui. c'est vrai que... quand il n'y a plus de billes de bois, peut-être on va prendre du bambou. Oui, justement. Et c'est vrai que là, pour expliquer un peu le projet, donc mon grand-père, il y a un port à Brazzaville qui s'appelle le port de Yoro, ce qui montre bien que c'était les colons quand ils sont partis. Ils lui ont donc attribué ce port parce que mon grand-père, quand il a travaillé pendant 5 ans sur ce projet, il s'est rendu compte que c'était un projet qui était mangeur d'hommes. On avait dit que le chemin de fer était mangeur d'hommes. Et quand vous dites mangeur, vous êtes gentil? Je suis gentil parce qu'il y a eu 20 000 morts et on faisait travailler, donc il n'y avait plus d'hommes dans le quartier, dans la région. Il fallait aller chercher les gens beaucoup plus loin. Des travaux forcés, il faut le préciser. Des travaux forcés, les gens n'étaient pas payés, en tout cas très, très insuffisamment payés. Ils étaient payés, mais à coup de bâton. Très, très insuffisamment payés. Ils avaient des boîtes de sardines, ils avaient des poissons salés. On les payait comme ça, mais c'était vraiment très, très peu. On a fait travailler à un moment donné des enfants qui avaient entre 9 et 13 ans. Donc, alors que les travaux forcés étaient interdits en Europe, en France, là-bas en Afrique, ça se faisait autorisé. sans problème. Donc, première réaction, c'est de dire, c'est bizarre, ce chemin de fer représente quelque chose d'important dans la mémoire, dans la construction même du Congo. Il n'y a pas de stèle pour rappeler cette mémoire. Qui matérialise cela. J'ai retrouvé une plaque, c'est la plaque de M. Antonetti, qui est justement le colon, c'est le seul. Donc quand vous parlez du chemin de fer, vous n'avez que cette plaque-là. Quid des cheminots qui sont morts, des Congolais qui sont morts, des Nigérians, des Béninois. Et de Yoro le pêcheur. Alors Yoro le pêcheur, il n'est pas mort, parce que lui, il a eu la chance, il a terminé le chantier. Et quand il a terminé le chantier, il s'est rendu compte que finalement, ce n'est pas un projet humain. Lui, il croyait qu'il était en train de construire un chemin de fer pour faire des voyages de personnes. Et là, il découvre 2 choses. Non seulement ce n'était pas un projet humain, puisqu'il y a eu pas mal de ses amis qui sont morts, mais surtout la deuxième chose, c'est qu'au niveau environnement, c'était une catastrophe. On a battu des arbres qui avaient plus de 200 ans. Donc ça a été réellement une catastrophe. Et vous avez vu, il y avait à l'intérieur, il y a des photos où je vous montre. On a quelques photos à l'image que l'on peut voir, des photos donc, qui sont à l'intérieur de cet ouvrage. Voilà, on voit comment on transportait des photos en noir et blanc. C'est des photos qui datent. C'est des photos qui datent en noir et blanc. Qui attestent de comment est-ce que les travaux étaient faits sur place. C'était fait à la main. Il n'y avait pas de matériel. Ce n'était pas la peine. L'homme noir ne valait rien. Le matériel coûtait plus cher qu'un être humain. Donc il n'y avait pas de grue. On faisait tout à la main. On coupait des billes, des troncs d'arbres à la hache. Mais alors, quand vous vous engagez dans ce travail, qui est un travail de mémoire et de restitution de ce qui s'est passé à ceux qui vivent au Congo, alors que vous vous appelez Kader Keïta, mais vous êtes congolais, parce que vous parlez de votre grand-père, si vous avez bien écouté ce qui a été dit, il y a les oiseaux volent, les poissons nagent, et les êtres humains, ils font quoi? Ils migrent. Oui. Ils se déplacent. Ça montre bien que la première grande immigration dont on parle, c'est interafricaine. D'abord, avant de nous dire que les Africains viennent en Europe, mais avant tout, il y a un grand mouvement de population interafricaine dont on parle peu. Et mon grand-père est un immigré qui montre bien qu'en étant immigré, il a joué un rôle important dans la construction du Congo-Brazzaville. Comme beaucoup d'immigrés jouent des rôles importants dans d'autres pays. Et moi, je pense que c'était un panafricain avant l'heure. Avant l'heure.
Et dans l'action et non pas dans le plaidoyer. Dans l'action et non pas dans le plaidoyer, merci. Ça n'est pas Tout à rien. fait, tout à Alors, petite respiration. Dans ces situations quand même épiques, je voudrais, Émile Abosolo Idio, vous laisser le soin de nous emmener dans African Golf Tour et puis de nous parler du golf dont on pense que c'est quelque chose qui serait très, 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 très loin du commun des mortels. Et pourtant, on a quelques images, mais nous vous écoutons. Comment vous retrouvez-vous dans le golf, Émile, et qu'avez-vous envie de nous partager, notamment du point de vue aussi de l'environnement, puisque c'est ouvert le golf? Bah, tout à fait. Alors, le golf, c'est d'abord un sport. Un sport comme le tennis, comme le football. La seule différence, c'est qu'on ne court pas. Ça, c'est bien. On marche. On marche. Et on est en communion avec la nature, d'où les bienfaits de ce sport. Au jour d'aujourd'hui, le golf est déjà ouvert à tous, puisque les différentes fédérations sont en train de travailler dessus. Mais moi, je suis arrivé au golf tout petit, parce que j'ai eu l'occasion d'être né à côté du seul terrain de golf de Yaoundé. Et j'ai commencé comme ramasseur de balles. J'allais à l'école et puis... Est-ce que quand vous étiez petit, vous compreniez ce qui se faisait? Vous voyez d'aucuns venir s'amuser et il y avait l'opportunité d'être ramasseur de balles déjà? Dans le temps, c'était, on va dire, c'était des Blancs qui jouaient au golf. Il faut tout dire, on dit tout ici. C'était des Blancs qui jouaient au golf. Oui. Et la plupart, c'était des Canadiens. En fait, ce sont les Canadiens qui viennent avec le golf. Dans le temps, c'était pratiquement une prairie où les vaches venaient perdre. On est où là? Quel pays? À Yaoundé. Au Cameroun, oui. Et c'est parti comme ça. Voilà où naît le golf au Cameroun en fait. Bon, moi j'allais à l'école, je regardais à travers la barrière, j'étais impressionné. À un moment donné, je faisais même l'école buissonnière pour aller passer les balles. À la suite de ça, j'ai été intégré. Je suis devenu caddie. Le caddie, c'est quoi? Le caddie, c'est celui-là qui porte le sac pour aider le joueur à avancer, à évoluer. Et à un moment donné, nous, les caddies, on avait une seule opportunité de pouvoir jouer, le lundi. C'était le seul jour où on pouvait jouer. Bon, Dieu merci, j'avais un de mes patrons qui était très gentil, il me laissait son sac. Il dit, bon, allez, tu te débrouilles. Voilà comment j'ai commencé. Ensuite, il m'a payé la cotisation. Là, j'intègre maintenant le milieu, pas plus en tant que caddie, mais en tant que joueur. Ça, nous sommes en 1998. Hein. Et en 2001, j'accède à la catégorie professionnelle. Parce que j'ai été champion du Cameroun amateur. C'est là qu'on applaudit sur le plateau de Les Yves. 2001 déjà. Oui. Bravo. Alors, en 2001, j'ai commencé à faire des tournois en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, ça veut dire beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus d'avance. Oui. Puisque on avait le Safari tout qui se jouait en Côte d'Ivoire. Tous ces grands champions-là passaient par la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire avait le plus beau terrain. Et donc, vous êtes deux professionnels au Cameroun, vous arrivez en France? Alors, j'arrive en France pour la première fois. Ça, je m'en souviendrai toujours. Il faisait froid? En novembre. J'étais sûre que c'était la température. Ah bah oui. Je vous avais promis qu'on parlerait de climat, voyez-vous. Bon, voilà. Donc, j'arrive à l'aéroport à Charles de Gaulle. Je suis en veste. Tout le monde me regarde. Je prends mes bagages, je veux sortir. C'est tout blanc. Tout blanc. C'est pas tout vert. Et là, il y a un problème. Faudrait peut-être réfléchir à une partie de golf dans la neige. Mais avant que vous alliez de l'avant, j'aimerais bien faire un clin d'œil quand même pour vous remercier, Motse Akanati, pour la mise en relation avec Émile Abosolo Idio, avec Saskia et avec Thérèse qui est là. Mais pas Thérèse, avec Christian Keita. Et merci à Liliane Debé pour vous avoir redirigé vers nous. Oui, nous sommes reconnaissants. Nous n'oublions pas que c'est avec vous aussi que nous créons
cette émission. Si vous voulez participer à Lady vous écoute, notre adresse mail ladyvousécoute@gmail.com. Vous pouvez nous écrire et nous dire tout le mal que vous pensez de ce que nous disent nos invités. Ainsi donc, vous avez donc à votre actif l'African Golf Tour. Et d'ailleurs, il y a une actualité récente avec l'association Sarepta. Si vous voulez bien nous en parler. Très bien, ok. Donc, au fil des temps, j'ai fait des tournois et nous nous sommes retrouvés au Sénégal. Alors, on s'est dit, là, il y a un problème. Le golf africain n'avance pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on crée l'African Golf Tour. Donc, l'African Golf Tour a été créé au Sénégal en 2009. Moi, j'ai une question et je suis certaine que vous aussi, pourquoi le golf africain n'avançait-il pas? Il n'avançait pas justement parce que dans le temps, le golf était très élitiste. C'est-à-dire que ce n'était que des bourgeois, enfin des enfants, enfin... Pour les riches, on va le dire. Oui. Il y a le coût des équipements. Et le coût du matériel, voilà. Ça, oui, ça, c'est une barrière à l'entrée quand même. Oui, enfin, en ce moment-là. Ah, oui. Et je vous pose plusieurs questions en même temps, bien évidemment. Mais vous avez la latitude de réagir parce que vous avez entendu tout ce qui s'est dit avant que vous ne preniez la parole. Est-ce que la question de l'environnement, ça vous parle du fait que c'est votre espace, en effet, pour évoluer dans le sport? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est-ce que la question se pose ou pas du tout? Ou est-ce que vous êtes sur la partie du jeu et pas sur la partie environnementale, encore une fois? Ah non, le golf, en fait, c'est entièrement l'environnement parce que au jour d'aujourd'hui, la Fédération française a mis en place la biodiversité. Donc tous les golfs sont obligés de gérer cet aspect-là. Et en Afrique alors? Alors, en Afrique, ce qui freine un petit peu aussi cette évolution, les gens sont beaucoup plus concentrés dans la construction des maisons, mais ils se disent, si on fait un golf, ça prend des hectares. Ça c'est vrai. Des terrains. L'espace engazonné, il y a un coût, donc ça peut vite freiner. Donc l'environnement est à 100% au golf, c'est partie du golf. Donc, est-ce que ça détruit des arbres? Est-ce qu'on pense à replanter des arbres? Alors, on va détruire une partie, mais bien sûr en conservant une autre. Pourquoi? Parce que les arbres vont constituer les obstacles. Parce que tu ne peux pas avoir un golf sans obstacle. Un sport sans difficulté, ça ne va pas le faire. Ah bah oui. Bon. On va te mettre les arbres pour essayer de rendre la chose un peu compliquée. Si vous êtes d'accord, Émile, je vous propose qu'on revienne sur ces aspects tout à l'heure. J'aimerais garder le suspense. Et je voudrais vous emmener voir un film. Vous aimez le cinéma, n'est-ce pas? Nous avons donc Royal. Alors, comment cela s'intitule-t-il? Alors, Royal, c'est une présentation, on essaie un petit peu de faire la propagande en fait de nos efforts et de ce que le Congo a comme talent. Oui. Et je pense que vous avez la vidéo. On a la vidéo, on va la regarder en régie, elle est prête. Elle s'intitule Tragédie Royale. Pourquoi j'ai dit tragédie? C'est un petit peu l'histoire d'une princesse Téké. Racontez pas le film avant qu'on le voit. Donc mais ceci pour vous dire, amis téléspectateurs, que c'est en lien étroit avec la mode, parce que vous êtes styliste, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, et les créations que l'on voit dans ce film-là... Elles sont toutes les créations sont de designers congolais. Oui. Et c'était aussi l'occasion pour moi de montrer que le raffia n'est pas dans le passé, qu'il est dans le futur. Et que la jeunesse l'embrasse, l'accepte et la porte. Et le porte. Oui. Si la vidéo est prête, on peut la regarder. Et si quelqu'un sait le lien qu'il y a entre le bambou et le raffia, je suis intéressée de savoir. the mystery. No bunga pagi pendene lace the mystery. No ba unga ti browse on flick the mystery.
No bungam ni kana next week ni mystery. Alors, cette vidéo, je pense que vous pouvez la retrouver sur Internet, je veux le croire. Dans cette deuxième partie d'émission, amis téléspectateurs, nous parlons de choses sérieuses au-delà de l'apparence. Nous parlions là, dans la vidéo, de la mode. Nous avons sur le plateau la styliste Sakia Lek, mais qui a un regard sur la question environnementale. Nous avons jeté comme cela un filet de pêche pour ramener tout ce qu'il y a dans nos rigoles, dans les eaux, cette pollution dont on est les premières victimes si personne ne fait rien et chacun peut faire quelque chose. Et quand on parle de la mode, j'ai envie de vous poser la question, quand on parle de la mode, on pense un tout petit peu aux sapeurs, puisque vous êtes du Congo, cadeau pour vous. Oh là là, quelle bonne question. On ne peut pas y échapper. On peut pas y échapper. Alors, la SAP, donc, là, c'est la Société des ambianceurs, vous savez, donc c'est la fête. Hein, donc, les Congolais développent ce concept, mais ce concept est totalement africain. Nous aimons la fête en Afrique, nous aimons l'ambiance en Afrique. Alors, moi, pour la SAP, on va développer l'idée d'où vient la SAP, pourquoi la SAP, et pourquoi les Congolais adorent la SAP. Et j'ai une question dans la liste des vôtres, c'est surtout, est-ce que toutes ces considérations laissent la latitude aux uns et aux autres de prendre en compte ce dont nous parlons là, parce qu'on va importer des vêtements de très loin, on va s'habiller beaucoup quand on en a les moyens, mais qui, à quel moment se dit je suis un acteur de développement durable? Je vous laisse nous conduire sur ce chemin périlleux. Du coup, je vais prendre le raccourci. Oui, s'il vous plaît. Quand on parle donc SAP, quand on parle mode, on va essayer de faire des parallèles. Ce n'est pas des choses que je mélange, moi. Quand je vois ce que vous faites, madame, je suis heureux, puisqu'on me parle de raffia. Tout à l'heure, on parlait du bambou. Moi, j'ai une conception par rapport à la SAP qui est un peu réactionnaire, dans le sens où, pour moi, la SAP, elle va devenir la SAP telle qu'on l'imagine quand on va commencer à utiliser le raffia pour nous-mêmes et faire défiler les gens qui aiment la SAP. Quand on va commencer à faire des chaussures sur la base du cuir développé chez nous, c'est comme on parle du poivre de Penja. Ben voilà, il faut qu'on arrive à dire cette chaussure-là. Développement endogène donc. Développement endogène. Et ça nécessite malheureusement une vraie transformation endogène des Africains. Et c'est à dessein que je vous pose la question, Christian, parce que je disais précédemment que votre ouvrage n'est pas juste un livre pour relater quelque chose au sujet de votre grand-père bien-aimé, mais c'est surtout pour éveiller la conscience de ce qu'on est peut-être dans tel ou tel pays. On n'a pas nécessairement la connaissance des choses telles qu'elles se sont déroulées. Et puis surtout, d'un point que vous avez su soulever, l'interculturalité déjà avant l'heure. On parle de la Mauritanie, du Sénégal, on devient congolais, ou voilà, l'histoire fait que. Et on est encore là à prendre regarder avec distance les un tel autre pays, alors que finalement nous sommes faits du même bois. Et c'est très bien. Du même bois. Oui. Du même bois. Allez-y, je vous prie. Effectivement, en fait, c'est le mot bois, c'est le mot que je retiens le plus de ce que j'ai entendu jusque-là, de la part de chacun d'entre nous. Et je pense que c'est un petit peu, je vois que c'est le fil connecteur de chacune de nos activités. Le fil que vous cherchiez depuis tout à l'heure. Oui, le fil que je cherchais depuis tout à l'heure. Au-delà de l'environnement, on est finalement en train de manifester notre humanité au travers de cet attachement à l'arbre. Et ça, je pense que c'est peut-être à cause des racines qu'elle a. Quelles sont nos racines? Ça fait partir de notre identité. Parce que finalement, dans le bambou, et je sais qu'il existe du tissu de bambou, et on retrouve l'arbre.
avec le golfe, il y a l'arbre, c'est la terre, il faut être sur la terre où pousse l'arbre. Au niveau du chemin de fer, il y a eu des arbres de couper, il faut faire place à la modernité au travers de ces arbres-là, pousser les arbres pour mettre du béton. Donc il y a aussi une histoire, l'histoire de l'arbre. Il y a l'histoire de l'arbre. L'arbre encore, au travers du raffia, qui est un arbre, le palmier de raffia. Donc on retrouve l'arbre un petit peu partout dans chacune de nos histoires. Et moi j'ai bien aimé, si je peux me permettre, allez-y, je vous prie. C'est la racine. La notion de la racine. Parce que le chemin de fer Congo-Océan, quand j'en parle, mon grand-père, lui, il quitte son pays pour venir travailler au Congo. Mais quand l'Européen l'amène au Congo, lui, il ne sait pas parler lingala. Il ne sait pas parler Kikongo. L'Européen, il n'est pas bête. Diviser pour mieux régner, ça a été la politique la plus simple. Le noir qui est là, il te donne l'impression que tu as un frère noir. Or, il ne te comprend pas. Donc, il va servir le blanc. Il était venu avec le sergent Malamine. Donc, ce sont qui était le policier qui s'occupait donc un peu à traiter les Congolais, on va dire comme ça. Et mon grand-père va le comprendre. Et à la fin du film, à la fin de ce roman... Vous avez bien dit le film. De ce film, voilà. De ce film. Oui. Mon grand-père, il va aller voir la personne qu'il avait embauchée en lui disant, moi, je me suis senti trahi. Parce que j'ai participé à une aventure qui n'était pas du tout celle à laquelle je pensais. Et j'ai créé du tort au mien. Et j'ai certainement créé du tort au mien. Et le colon lui dit, mais non, quand tu parles des miens, tu es des nôtres. Parce que toi, tu es un Français. Mon grand-père était français. Donc tu peux demander tout ce que tu veux aujourd'hui. Il dit, non, je ne repartirai pas avec vous. Et moi, ce que je demande, c'est que moi, avant d'être chef de chantier, j'étais pêcheur. Donc je veux repartir sur mon métier de base, c'est faire la pêche. Les Congolais aujourd'hui ils pêchent à la ligne, moi je veux leur apprendre la pêche à l'épervier. Est-ce que vous saviez que épaissé, mon patronyme, donc, veut dire filet de pêche en Douala du Cameroun. C'est pour ça que je jette mon filet aussi loin que je peux, sur le golfe, sur le bambou, tout partout. Très bien, je vous laisse réagir aussi, bien évidemment, Thérèse, à tout ce que vous avez entendu. On nous parle là du fait que finalement, nous sommes tous proches de la nature, que l'on soit sur le terrain de golf, que l'on soit sur le raffia, que vous travaillez, que l'on revienne sur l'histoire de nos nations et que l'on travaille au bambou. La nature, c'est notre survie. La nature, c'est notre présent, c'est notre futur. Et là où l'Afrique a une longueur d'avance, même plusieurs longueurs d'avance, c'est qu'elle a encore toutes ses richesses. On a coupé les arbres pour faire le chemin de fer. Est-ce qu'on peut voir quelques images d'ailleurs en régie, si c'est possible, au fur et à mesure qu'on en parle de cette époque-là? Oui, je vous écoute. Voilà, le bon villageois à l'est du Cameroun voit les camions de débit de bois passer sous son nez. Sous son nez. Ça fait des siècles que ça dure et il y en a toujours. La nature est toujours là, ça nous l'a démontré pendant la période Covid, qui n'a pas bu une bonne tisane à base de gingembre ou de clous de girofle, j'en passe des meilleurs. Eh bien l'Afrique, sa nature nous protège. Moi, je fais de la réparation capillaire grâce à la nature. Je répare les psoriasis grâce à la nature. Je propose les bains d'état de bien-être grâce à la nature. J'encourage, nous sommes une association de femmes qui s'appelle Bingond Bibassa, qui œuvre pour la réadaptation de nos tissus ancestraux et même on a créé de moderne à travers la fibre de plantain. Voilà. Et donc, la nature nous habille, la nature nous nourrit, la nature nous soigne et la nature nous offre les meilleurs les meilleures boissons. Breuvage. Breuvage. Voilà. Que ce soit alcoolisé ou non alcoolisé, tout cela à base de la nature. Citez-moi quelque chose dans la nature qui ne sert à rien. Il n'y en a presque pas. Tout à fait. Et dans le livre Lady, mon grand-père parle un peu, à un moment donné, quand les Européens, quand on vient couper les arbres pour faire passer le chemin de fer, il y a le chef du village qui intervient, qui dit « Mais pour vous, ici, c'est juste un chemin. Mais pour nous, vous êtes en train de détruire toute une pharmacie. Vous êtes en train de détruire notre église, parce que nous, la nature, la forêt, on va prier dedans. Là. Donc, c'est notre église, vous êtes en train de détruire. Vous détruisez la pharmacie, notre église, ce qui nous nourrit, ce qui nous soigne.
Ce qui nous abrite. Ce qui nous abrite. Notre matière première. Et donc, le fait quand on parle de la nature aujourd'hui, on a parlé de la sape, l'Africain a besoin donc de retrouver ses racines. C'est-à-dire que si nous voulons gagner, faites comme mon grand-père, ne pas suivre le développement des autres, revenez à vos sources. Mon grand-père est revenu à son métier de base et nous n'avons jamais manqué de quoi manger tous les jours. Alors, Émile, parlez-nous de la Sarepta et des partenariats que vous faites avec les associations. Et surtout, pourquoi, quand on est président du African Golf Tour, on pourrait penser que le golf se suffit à lui-même. Et pourtant, vous avez, vous aussi, cette considération, on va le dire, humanitaire peut-être. Tout à fait. Alors, donc, j'étais donc en train de dire que lorsque nous avons créé l'association, c'était pour promouvoir et développer le golf en Afrique. Oui. Par quelle action? Alors, une fois que je suis rentré en Europe en 2009, parce que j'ai fait beaucoup de tournois, c'est donc à la suite de mon opération que j'ai été obligé de contraindre de rester sur les traitements. Je me suis donc dit, comme je ne peux plus jouer, autant réfléchir encore comment aider les autres. J'ai commencé par créer un partenariat avec les fédérations en Europe, notamment la Fédération française de golf. Donc, on récupérait le matériel et on envoyait donc aux jeunes académies en Afrique. La fédération mettait à notre disposition des enseignants pour aller former nos meilleurs joueurs, afin qu'eux, ils puissent aussi former les autres. Ça, c'est ce qu'on avait mis en place. Par rapport à Sarepta, donc, comme j'ai dit, chaque année, on organise donc une compétition et nous allons essayer de recueillir des fonds pour aider des associations, des académies. Sarepta, donc, la première fois que j'ai rencontré Moté, c'était, on fêtait notre 10e anniversaire au Golf National et elle était invitée. Là, je vais noter que nous avons 3 grands-parents, Yannick Noah, Thomas Levesque qui est le meilleur joueur français. Et Philippe Candeloro, j'imagine que vous connaissez. Oui, on connaît les 3. Oui. Voilà. qui nous accompagne. Donc, elle a été émerveillée et c'est là qu'elle m'a présenté son association. Donc, je lui ai dit, OK, tiens, nous étions en train d'aider le Gabon. Je lui ai dit, OK, pas de souci, je vais réfléchir comment est-ce qu'on peut te soutenir. Il m'a brièvement expliqué ce qu'elle faisait. Et ça, j'aime ça. Lorsque je vois un frère, une sœur qui adhèrent à une certaine cause qui nous touche, et bien automatiquement, la sensibilité, elle est là. C'est important de revenir sur ce que vous dites parce que finalement, personne ne peut rien faire tout seul. On dit par chez nous qu'on n'applaudit pas d'une seule main et qu'il faut plus que tout seul avoir les autres et réussir à faire les choses. Et on aurait pu penser, je le disais tout à l'heure, que le golf, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, que c'est quelque chose d'élitiste. Pensez-vous, mesdames, messieurs, que ça reste en décalage avec les préoccupations de l'Afrique aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que le clivage demeure et va s'accentuer ou pas du tout, entre ces questions environnementales, ces réalités du continent, et puis une discipline comme celle-là, dont on apprend qu'en fait, il y a un trait d'union. Je voudrais vous laisser réagir à cela les uns les autres. Pour moi, c'est les gens voyagent, les gens apprennent, les gens découvrent de nouvelles choses. Je pense que les Africains, c'est des grands voyageurs, que ce soit au niveau de l'Afrique comme ailleurs. Donc on apprend. Avant, il n'y avait pas de golf en Afrique. Maintenant, il y a une association, il y a tout un cadre qui est mis en place. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, on a travaillé toute la journée, toute la semaine, on a envie de se relaxer. Pourquoi pas en faisant du golf et en respirant l'air frais. Je pense que la mentalité africaine a évolué. Donc je pense que je ne pense pas que c'est vrai, au contraire, ça attire parce qu'on se dit ce qui m'était interdit avant, ce pourquoi j'avais pas accès. Maintenant j'ai accès, je peux toucher, pratiquer un sport qui avant était réservé qu'à une certaine classe de personnes. Pourquoi pas? Pourquoi pas rêver un petit peu? J'ai 4 questions pour chacun, alors une question pour chacun d'entre vous, des questions difficiles. Christian Keita, vous voulez faire renoncer
vous voulez que les sapeurs du Congo renoncent aux grandes marques pour être des sapeurs en raffia. Vous allez nous expliquer comment vous allez faire. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis un peu d'accord avec ça. Thérèse, vous voulez... Je suis un peu d'accord avec ça. Merci Lady. Thérèse, vous voulez faire renoncer à tout autre breuvage et embarquer tout le monde à consommer des spiritueux faits à base de plantes, à base de produits à base de naturels, bambou. Vous allez nous dire comment vous allez y parvenir. Et puis j'ai une question pour vous, Sakia. Oui. Vous voulez vous assurer que tout le monde se mette à se préoccuper vraiment de ne pas acheter 3 robes alors qu'une seule suffit, parce qu'il faut se soucier de qu'est-ce qu'elle devient dans la nature. Est-ce que c'est biodégradable? Est-ce que ça va boucher les canalisations? Est-ce que c'est un danger pour moi ou pour les générations antérieures? Et puis bien sûr, question pour vous, Émile, comment pensez-vous faire pour que tout le monde cesse de penser que le golf, c'est une discipline de riches et de gens, on va dire, venus d'ailleurs. Qui veut, répondre? Lève la main. Moi, je veux intervenir. Je veux intervenir puisque oui. C'est un petit peu mon combat depuis la nuit des temps, puisque, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, j'entre au golf par hasard. Et j'ai bien vu que lorsque moi, j'avais commencé à jouer, les autres avaient du mal. Et ça me gênait. Parce que vous jouez bien en plus, c'est peut-être ça? Oui. Ou pas? Oui, parce que je jouais bien, c'est pour ça que j'ai eu cette chance de pouvoir être aidé. Donc ils avaient du mal parce que c'était de la rivalité par rapport à votre jeu? Non, pas tout à fait. C'est que j'aurais aimé que les autres aussi puissent, mes frères, mes cousins puissent aussi jouer comme moi. Enfin, puissent découvrir ce sport. Oui, oui. Donc, mais aujourd'hui, ce combat est en train d'atteindre son but. C'est pour ça que chaque année, on essaye d'avoir du matériel et surtout aider les fédérations à pouvoir informer la réalité, c'est-à-dire cette réalité où le golf n'est pas un sport réservé aujourd'hui. Étant donné que nous, comment on accompagne ces fédérations? Nous allons dans des écoles et on fait découvrir le golf, même sur un terrain de football. Est-ce que vous êtes optimiste en comparaison à un sport national, vous savez, ce ballon où il y a 11 personnes qui courent derrière là? Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à faire en sorte que les gens aient le même engouement pour le golf qu'il y en a pour le football, pour ne pas le nommer? Oui. Oui. Comment allez-vous faire? J'y crois. Comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire? Comment comptez-vous faire? La communication, beaucoup de communication. C'est pour ça que vous êtes là, dites-leur. Oui. La communication, parce que les fédérations communiquent. Mais on a constaté qu'en Afrique, les présidents de fédérations, au lieu de communiquer, ils veulent que des titres. Malheureusement, aujourd'hui, on ne les lâche pas. C'est pour ça que, de par la communication, de par l'accompagnement, on les aide, on les donne les tuyaux, on les dit comment ça se passe ici. Donc, c'est pour ça que je prends toujours des jours, expressément, je prends des congés. Hein. Parce que je dois le dire, vous êtes directeur d'un club, un club. Alors, faut-il le dire ou pas d'ailleurs? Oui, oui. Je ne voudrais pas vous mettre en porte-à-faux. Je vous laisse le soin de nous le dire. Je ne serai pas en porte-à-faux parce que mon PDG, il me soutient beaucoup dans ce que je fais. Puisque lorsque j'organise des événements, il assiste. Donc, alors vous êtes directeur du... Je suis directeur donc, du golf de Buc. Alors, c'est l'un des golfs du plus grand réseau de golf en France. Voilà qui est dit. C'est YouGolf Blue Green. Alors, j'ai une question pour vous, Sakia. Comment allez-vous faire pour qu'on renonce tous aux tailleurs, ceci, à toutes les grandes marques, et que chacun commence à chercher le raffia avec le même engouement qu'il y a pour les ventes privées de vêtements de créateurs venus de partout dans le monde et qui ne sont pas du tout en raffia? Comment allez-vous faire? Alors, d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais profiter aussi pour dire merci à Motia Kanati, qui est une grande sœur pour moi et qui m'a permis aujourd'hui de connaître ce beau plateau, de vous connaître, et de faire en sorte que Lady m'écoute, en espérant que le message passera sur le reste du continent et ailleurs. Oui. Je voudrais revenir aussi sur la vidéo qu'on a suivie. Alors la vidéo, je disais tout à l'heure que c'était une vidéo de propagande. Pourquoi propagande? Parce qu'il y a un besoin important
un besoin profond d'information sur l'industrie de la mode dans son tout, en Afrique centrale en particulier, au Congo. Et ayant remarqué cela, ce que je disais tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'association, ça m'a permis aussi de mettre en place une plateforme pour continuer mon combat. Parce que moi, j'ai commencé à utiliser le raffia il y a très longtemps. À l'époque, je le colorais déjà. Et, on va voir encore des photos, là, il y a de jolies choses, jolies couleurs en raffia. Oui. On y pense quand c'est des danses traditionnelles, mais on ne pense pas à les mettre au quotidien. Oui, et je le fais toute seule. Je colore mon raffia toute seule, je le fais toute seule. Mais je veux dire, les générations évoluent et je le fais avec mon temps à moi. Tout en pensant que j'ai ma part de travail à faire et que je vais devoir laisser un héritage aux jeunes qui vont venir après, qui vont eux aussi prendre le flambeau et l'emmener ailleurs. Et c'est comme ça qu'en ramenant de la fraîcheur dans la matière, en ramenant de la nouveauté, de l'innovation, on va réussir à convaincre nos contemporains de ce que le raffia est devenu, pas de ce que le raffia était. Parce qu'on a encore trop le narratif de « Ah oui, c'est le tissu des ancêtres. » Des grands-mères. Mais là, on voit en image que c'est tendance. On voit que c'est tendance, là, quand on regarde à l'écran. Voilà, aujourd'hui, le raffia, pour la communauté que j'ai, de jeunes créateurs et de fashionistas, c'est plus le tissu des féticheurs. Mais vous m'obligez à vous poser une question. Pourquoi n'êtes-vous pas en raffia sur ce plateau? Parce que malheureusement, j'étais de passage et que j'ai ramené du raffia. Et vous ne vous déplacez pas avec vos raffias dans la valise? J'ai du raffia, mais pas du raffia tissé. J'ai toujours du raffia avec moi parce que je fais revenez la prochaine fois, toute de raffia vêtue. Absolument, je reviendrai avec plaisir. Thérèse, comment allez-vous faire pour que tout le monde comprenne que le bambou n'est pas que de Chine, même s'il en porte le nom, et que chacun se l'approprie? Je vais revenir au bambou. Pardon, mais déjà, félicitations. Merci beaucoup. Tout ce que vous avez dit m'a parlé, mais à 1000%. Parce que moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'essaye de rattraper et de faire progresser. C'est pas ce retour, mais ce progrès, mais vraiment, c'est ce que vous faites avec le raffia. Vous voyez, ça, je porte de la terre cuite, mais ce n'est pas, des bijoux qui me feraient honte parce que traditionnels. Non, ça, c'est de l'ivoire végétal. Je les porte avec fierté. C'est très joli d'ailleurs. Voilà, qui a dit que les femmes ne s'aiment pas? Vous avez vu, hein? Voilà, c'est ce progrès que je recherche également, même dans les concours de beauté à l'africaine que j'organise, Miss Univers Ethno. Et c'est ce glissement également vers les plantes qui nous font du bien. Et comment je vais faire? Tout simplement en informant sur la valeur ajoutée des plantes que nous avons, de ce que nous pouvons en faire. Je mets quiconque au défi de trouver du bien-être, en tout cas des réponses à la digestion, à la santé sur, je ne veux pas leur faire de la mauvaise publicité, les trucs qui sont rouges là dans les bouteilles bien soignées. Lorsque je bois mon bambou, je sais qu'il est en train de me faire du bien. Je bois quelque chose qui me fait du bien. Parce que dans notre culture, on mange pour se faire du bien. On mange pour résoudre un problème, peut-être qu'on a eu la veille. On mange pour régler un mal de tête. On mange pour, parfois, redynamiser notre mari. On sait quelle sauce on va lui concocter. Et ça, la réponse est dans nos plantes, dans notre cuisine, dans nos boissons, etc. Eh bien, moi, je dis simplement, buvez de ce vin. Et après, vous regarderez les autres d'un nouvel œil. Et il n'y a pas que le bambou, hein. Il y a le bitacola, aujourd'hui, il y a le vin de plantain. Mais alors, tout cela sont des liqueurs. Et que diriez, que proposez-vous déjà à ceux qui ne boivent pas d'alcool et peut-être aux enfants? Parce que avec modération, comme pour toutes les... À consommer avec modération, bien entendu. Mais sinon, à côté de cela, il y a d'autres boissons. Mais je note, hein, je ferai moins alcoolisé. Ou pas du tout. À la bonne heure. Il a fallu que je lui fasse une césarienne pour qu'on en vienne à cela. Mais le vin de bambou, à quel degré d'alcool? Alors, celui peut-être qui est à l'écran, il est à 18 degrés. Ne le cherchez pas, il est là. Ah oui. Il est là. Il est beau. Je fais tourner comme ça, vous pouvez le voir de près. Oui, finissez votre propos. Il est bon.
Il est beau, il est bon, à 18 beau, degrés. Il est bon. Alors, Kader, vous avez quand même 2 questions. D'abord, vous devez réconcilier les sapeurs avec autre chose que des tissus importés et surtout devoir de mémoire cette tragédie du chemin de fer Congo-Océan, emmener chacun à comprendre, connaître ce qui s'est passé, à s'approprier cela, non pas pour faire des récriminations sur qui est-ce qui a tort, qu'est-ce que j'ai dit, récrimination, je vais y arriver, et tout simplement à pouvoir bâtir, construire sa vie, la vie en général. Comment comptez-vous faire? Merci beaucoup pour la question. Comme Sakia, merci beaucoup de parler de Motse, notre sœur Nakanaté, qui a fait effectivement que moi, elle m'a appelé hier pour dire il faut aller au plateau de Lady. Et Lady, il se trouve que je la connaissais déjà avant. Ça a été vraiment c'est des super retrouvailles et je suis très heureux d'être là. Très heureux d'avoir entendu ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et c'est quand même curieux. Bravo pour le plateau parce qu'on arrive à avoir une conjugaison qui marche bien. Pour la partie de la SAP, justement, gardons la SAP, Société des ambianceurs. Ça, c'est la première partie qui me paraît importante. La fête, on aime la fête. Ça fait partie de notre ADN. Et on a la joie. Ça, c'est très bien. Mais à quel moment nous allons nous revisiter la SAP telle qu'on nous l'a donnée? Parce que si vous allez acheter des choses je ne dirais pas des marques, qui coûtent très très cher. Et les gens qui avaient commencé la SAP, qui venaient à Brazzaville, j'en connais, c'est de mes grands frères, ils travaillaient au SMIC. Ils gagnaient du SMIC. Moi-même, quand j'étais étudiant, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'ai pris conscience, quand j'étais étudiant, j'avais toute la gamme de la SAP. Mais vraiment toute la gamme. Je ne vais pas dire les noms des Et marques. tous les moyens qui vont avec. Et je mangeais des pâtes. Je mangeais des pâtes. Et j'étais habillé de très très cher. Et parce que je venais de Brazzaville, j'avais cette éducation. Et il a fallu une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle part d'où? Elle part de ce qu'on vient de dire Sakia tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en train de crier qu'on ne transforme rien en Afrique, les industries de transformation sont allées en dehors de l'Afrique. Si vous allez acheter des produits finis qui ne vous ressemblent pas, évidemment, vous êtes en train d'augmenter la richesse des autres au détriment du vôtre. Les Burkinabés l'ont compris. Ibrahim Traoré impose qu'on utilise le coton du pays pour pouvoir faire des habits. De façon d'enfaner. Ça, c'est la première chose. Donc, moi, je pense que c'est une démarche, pas parce que je suis contre les sapeurs. Non, au contraire, j'adore. Ça se voit que vous n'êtes pas contre eux. Voilà, ça se voit que je ne suis pas contre eux. Mais par contre, je pense que ce mouvement peut être aujourd'hui accompagné d'une autre façon, peut être aujourd'hui revisité d'une autre façon. Elle nécessite réellement une transformation, pas seulement un changement. Donc cela dit, ça c'est la première chose. La deuxième chose, le travail que je fais sur le chemin de fer Congo-Océan, la première personne qui a écrit sur cette tragédie, c'est André Gide. Albert Londres également en a parlé, et ça vous montre quand même que, vous voyez, ce sont des gens qui ne sont pas de notre génération, et ce sont des Européens. Alors, quid des Africains des Congolais, par rapport à cette histoire? Il faut savoir que la société qui a travaillé, qui a construit les chemins de fer, a gagné de l'argent. C'est la société Espy-Batignolles. Donc c'est une société privée. Il n'y a pas que derrière le colon ou le français. Non, nous sommes là dans une allégorie du capitalisme. C'est le capitalisme pur. On ne va pas dire qui est derrière, le blanc, pas le blanc, c'est pareil. Sauf que là, nous avons des gens qui ont profité d'un peuple, mais qui n'ont jamais rien réparé. Donc on peut réfléchir. Et pourquoi on ne répare pas? Mais parce que nous ne demandons rien. Nous ne faisons rien nous-mêmes pour la mémoire. Nous avons même oublié. Vous savez que les gares, telles que les gares Les Sahara, il y avait des gares qui rappelaient les Sahara, ce sont les Tchadiens qui venaient, qui ont participé à la construction. Aujourd'hui, on a changé de nom. Vous changez des noms, il n'y a pas de stèle, il n'y a pas moyen d'honorer ces gens-là. Les Sahara, c'était des Tchadiens, nous on les considérait comme les hommes forts. Mais eux, les pauvres, ils étaient dans le désert, on les amenait dans le Mayombe, ils devenaient fous. Et donc, on avait peur d'eux. Parce qu'on disait, les Sahara, ils travaillent comme des malades, ils sont fous. Mais oui, mais parce qu'ils devenaient débiles. Devenaient débiles par rapport à ce que le colon, par rapport à ce que le capitaliste leur faisait faire. Donc moi, je pense que ce travail de mémoire, c'est un travail qui rappelle, ce n'est qu'une partie, qui rappelle que l'Afrique sera grande quand elle repartira, quand elle prendra en charge sa mémoire. L'Afrique grandira encore plus fort quand elle prendra en charge les valeurs dont on parle aujourd'hui, les valeurs naturelles. Écoutez, nous sommes pratiquement hors antenne. Si vous promettez de ne dire qu'une phrase, mais une courte de 3-4 mots, pas plus, alors on fait un tour de table pour rendre l'antenne. Je vous laisse prendre la parole très succinctement. Alors, je vous remercie pour ce travail parce que je ne vais pas quitter le plateau. Là, je suis émue.
ce travail, quelque part, me répare. Parce que mon grand-père, le père de mon père, est mort aux travaux forcés. Et on n'en a jamais parlé. C'est resté... Il vous faut donc que vous écriviez voilà. un livre. Venez me voir. Je vous écouterai là-dessus. Votre mot de la fin, Émile. Merci. Ben, je tenais déjà à vous remercier. Merci à vous d'être venu. Surtout bravo à tout le monde, hein, parce que très impressionné pour tout ce que vous faites. Et encore, vraiment, merci beaucoup. Le même combat, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Sakia, c'est votre mot de la fin. Alors, mon mot de la fin, vous me pardonnerez, mais il sera un petit peu long et je vais essayer de le raccourcir au maximum. Et déjà, je voudrais commencer par vous dire merci et dire merci à tous ceux qui ont partagé le plateau avec moi pour leurs efforts. Mais surtout, je voudrais remercier une grande dame. Et ce serait pas bien pour moi de Faites-le, vous avez bien raison. Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable et du Bassin du Congo, Madame Arlette Soudan-Nono. La raison pour laquelle je tiens à la remercier, c'est parce qu'elle a pris le temps de nous écouter, nous, acteurs de la mode, au niveau du Congo. Et qu'à cause de cela, elle l'a décrété pendant la journée la journée de travail par rapport aux déchets mondiaux. Elle a pris un décret qui nous permet aujourd'hui de réduire les déchets textiles. Et ça, c'est un grand pas pour nous, acteurs de la mode au niveau du Congo, parce qu'on a réussi, avec notre industrie, à positionner le Congo dans une action environnementale qui était très importante et qui montre que nous, on ne veut pas une mode qui pollue. Et qui montre que c'est possible. Une mode qui respecte les arbres, qui respecte les sapeurs, parce qu'elle leur donne un bon tissu, qui permet aux golfeurs de golfer en paix, parce qu'il y a de l'oxygène qui circule au travers de ces arbres. Et merci encore vraiment de m'avoir permis de dire ce dernier mot. Nous en avions besoin, voilà. Puisqu'il faut bien qu'il y ait des décisions qui se prennent. Personne ne peut rien faire. Il y a la société civile, vous êtes les uns les autres dans des associations, vous initiez des associations, vous êtes pluridisciplinaire en tant qu'entrepreneur. Christian, on n'a même pas tout dit. Mais voilà, je vous laisse le soin d'aller googliser tous nos invités pour découvrir ce qu'ils sont. Merci beaucoup pour votre fidélité à Lady vous écoute depuis 2008. Je voudrais vous laisser avec cette parole. Moi, je pense que quand on parle de développement durable, c'est une quête d'éternité qui ne dit pas son nom quand on parle de durabilité. Et puis la question de l'arbre et de l'humain. Allez faire un tour encore dans vos classiques là. En Éden, il y avait quoi? La nature et un être humain. À bientôt.